C'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Malgré un résultat favorable lors des dernières législatives, les milices Antifa, chevilles ouvrières des partis de gauche, ont fomenté des émeutes le soir du scrutin. Et, une semaine plus tard, le 14 juillet, c'est aux traditionnelles exactions des racailles que l'on a pu assister. Élections ou célébrations, plus rien ne semble pouvoir se produire dans le calme. La jeunesse bourgeoise et les banlieues ont-elles conjointement transformé notre pays en bombe à fragmentation ? Le rassemblement pour fêter la victoire de la gauche s'est terminé peu avant minuit par des incidents entre forces de l'ordre et manifestants, avec notamment des jets de projectiles sur la police qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes, Jean-Baptiste. Du mobilier urbain brûlé dans les rues de la capitale. Des affrontements avec les forces de l'ordre. Qui ont dû répliquer en lançant du gaz lacrymogène. Les manifestations sauvages dans Paris ont fait des dégâts. Certains ont saccagé sur leur passage des magasins, comme cette enseigne américaine, ou encore des banques. Des violences constatées également dans d'autres villes en France, comme à Lyon, où des mortiers d'artifice ont été tirés. Des magasins ont également été détériorés. Sur les murs, des tags où l'on peut lire « Mort à la démocratie ingouvernable ». Tout ça, c'est fait pour dissuader les Français de continuer à voter pour des gens qui ne sont pas nécessairement pour l'islamisation, pour l'immigration, pour le wokisme. Qui ne sont pas nécessairement pour, effectivement, détruire toute la République, toutes nos lois. Alors, il y a deux types de casseurs dans ce genre de manifestation. On voit très nettement des casseurs de type Black Blocs. En général, ce sont des Européens qui sont habillés en sombre et qui sont plus ou moins organisés, même plus que ce qu'on peut imaginer, je crois. Et ces gens-là sont très politisés, ils sont d'extrême gauche. Et puis à côté, on voit des gens qui sont plutôt de type jeunes de banlieue, on va dire entre guillemets. Et cette population jeune de banlieue, elle est beaucoup moins politisée. Et ce qui les motive, c'est le côté presque ludique des violences urbaines, avec la lutte contre les policiers, la possibilité éventuelle de pillage dans des magasins. Bon voilà, c'est ce qu'ils viennent chercher. On a donc deux types de casseurs, les casseurs politisés et puis les casseurs de banlieue. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une masse énorme de casseurs potentiels dans les banlieues, et à côté, on a une masse qui est quand même assez significative aussi de casseurs politisés de type Antifa. Ce qui est à craindre, c'est que le pouvoir en place
craint toujours, c'est la convergence des luttes entre ces deux mouvements violents, à savoir la prise en main des masses jeunes de banlieue par les mouvements antifa. Ce qui est à craindre, c'est que l'islamo-gauchisme qu'on voit dans la politique française se traduise par de l'islamo-gauchisme dans les violences urbaines. À savoir qu'on ait une masse qui vient de banlieue, qui soit prise en main par des antifas et qui soit orientée par les antifas pour arriver à ce fameux grand soir dont ils rêvent tous, quoi. Alors c'est intéressant, c'est important qu'ils s'en prennent à McDonald's un soir d'élection, comme ça s'est passé dimanche, au soir du deuxième tour de l'élection législative, parce que déjà on s'aperçoit que ce sont des violences qui ont un caractère politique, c'est très très politisé. On a des gens qui sont de la mouvance antifa, qui se revendiquent clairement d'extrême gauche, qui affrontent la police parce qu'ils sont toujours en attente du grand soir, ces gens-là. Le McDonald's est un objectif intéressant parce que dans leur esprit, McDonald's, c'est pas n'importe quoi. Bon, c'est un symbole capitaliste, mais c'est aussi un symbole sioniste pour eux, c'est un symbole israélien. Donc dans une situation comme la nôtre, qui est une situation internationale, j'entends, qui est une situation très compliquée, avec ce qui se passe au Proche-Orient, bande de Gaza notamment, et on va dire les liens, la conjonction qu'il peut y avoir entre l'extrême gauche française et puis le Hamas, le fait que l'extrême gauche violente à Paris s'attaque à un McDonald's, c'est pas du tout étonnant, c'est même très prévisible, quoi. C'est logique. Je pense que civilisationnellement parlant, nous en arrivons à un point où notre société entière a du mal à se tenir debout, elle a du mal à empêcher les atteintes contre elle-même. Quand un Mélenchon ou un Caténès propose de marcher sur l'Assemblée, ça fait, à mon avis, ça fait grand plaisir à Macron, Darmanin et toute la clique. Ça veut dire pour eux que le danger est tellement grand que les Français vont accueillir avec, on va dire, beaucoup de gratitude le jour où Macron, Darmanin et toute la clique va fermer toutes les libertés. C'est déjà ce qui est en train de se faire à petit bruit. Quand l'Union européenne interdit un certain nombre d'informations venant de Russie ou d'ailleurs, quand il y a de la censure sur Twitter, quand Elon Musk raconte que l'Union européenne lui a proposé un deal, à savoir que s'il acceptait de censurer un certain nombre de messages, on lui ferait cadeau des amendes qu'on lui met. Elon Musk ne marche pas comme ça, il ne mange pas de ce pain. Mais on a combien d'Elon Musk dans les radios, dans les chaînes télé? On a combien d'Elon Musk en France pour refuser ça? On est dans une situation gravissime, tendue. L'insécurité et ce qui s'est passé cette nuit, ce qui se passe tous les 31 décembre, c'est un des moyens qui fait plaisir à Darmanin, qui fait plaisir à Macron, de nous rendre instables, terrifiés, inquiets. Et quand on est inquiet, on accepte tout. On accepte tout parce que les autres en face peuvent vous faire croire qu'ils vont vous canaliser dans des endroits. Allez donc habiter maintenant dans des immeubles collectifs. Vous serez plus à l'abri que dans votre petite maison en campagne. On en est là. Et donc,
on est dans un rapport de force, tout simplement, qui a progressé encore cette nuit. Ce sont des gens qui fondamentalement ont fait des forces de l'ordre leur cible. D'ailleurs, on l'a vu pendant cette campagne. C'est-à-dire que même à l'écart de tout débat politique, les forces de l'ordre ont été un sujet politique pour certains, qui les ont ciblés, qui ont fait des policiers aussi des cibles de fake news, qui ont amené parfois le vote par la haine contre les forces de l'ordre, en jouant sur finalement l'illégitimité de l'usage de la force des policiers, notamment dans certains territoires de la République. Ça n'est pas que de l'électoralisme de la part de la France Insoumise. Quand ils disent la police tue, ça n'est pas que pour aller chercher ce qu'ils imaginent être les voix des quartiers. C'est aussi discréditer une institution républicaine dans un projet révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est acclimater les esprits au fait que la police serait illégitime, par exemple face à une marche sur Matignon, si elle était amenée à protéger les institutions républicaines en faisant usage, par exemple, de la force. Et donc, par avance, ils ont discrédité cette institution-là en disant ils tuent parce que ce sont des fascistes. Ils ne tuent pas parce qu'ils défendent la République. Ils tuent parce que ce seraient, plus exactement, des fascistes. Et c'est ça que fait Jean-Luc Mélenchon. La police tue, il s'en moque éperdument, vous savez, des gens des quartiers. Hein. Il les prend comme un marchepied, comme un paillasson pour arriver au pouvoir. Il s'en fout d'eux. Petit bourgeois gauchiste, lui, il est préoccupé par sa supériorité morale, son parti pris permanent de l'opprimer. Donc, il applaudit, il adore ça, c'est génial, ils se révoltent, ils ont raison. Et il est dans cette logique-là, un petit peu de nihiliste. Ouais, il faut tout détruire, c'est génial, ce pays est pourri, le capitalisme, à bas, etc. Enfin, ces gens, évidemment, sont un peu caricaturaux parce qu'ils sont fortement bénéficiaires de tout ça, de leur héritage, de notre civilisation. Ils vivent sur ces acquis, ils sont un peu les rentiers de cette situation. Et leur moyen de se faire pardonner d'être justement des blancs nantis, c'est de prendre fait et cause pour ces cités. Mais ça, c'est un rêve. C'est-à-dire que eux, ils rêvent d'une révolution, d'un mouvement politique, mais c'est pas du tout ce à quoi on assiste. C'est pas du tout politique, c'est pas du tout les mêmes objectifs, pas du tout le même camp. Et ça, ils le comprendront encore une fois si l'effondrement va plus loin. Et quand ils vont réellement essayer de tendre la main à ces jeunes dans le monde réel, ils comprendront que ces deux mondes ne seront jamais alliés. Lorsque les Gilets jaunes, qui étaient de bons Français, travailleurs aimant leur pays, qui voulaient juste qu'il y ait une taxe de moins parce qu'ils avaient vraiment besoin de garder de l'argent pour manger, que quand ils ont manifesté pendant des semaines, des mois, on leur a fait tirer dessus. Au point, on les a éborgnés pour certains, on a je ne sais plus combien de dizaines de gens éborgnés. Je ne crois pas avoir entendu dire qu'il y avait eu un seul éborgné lors des casseurs, lorsque les casseurs des quartiers se sont mis en route après la mort de Naël. Les services de renseignement nous avaient fait remonter les informations selon lesquelles, en fonction de l'issue du scrutin, il pouvait y avoir évidemment des violences, notamment contestataires. Il s'avère que même quand le résultat est plutôt
partagé, eh bien les violences sont là. Comme quoi, au final, il n'y a pas de politique, c'est juste la recherche du chaos, de la dégradation, de la destruction. Et alors oui, il y a une velléité politique, libertaire, antifasciste, anarchiste, mais en tout cas anti-force de l'ordre fondamentalement. Et venir nous dire que derrière, non, en fait, on est juste en train de chercher à faire de la police une police meilleure, plus proche, bienveillante, qu'on va désarmer, mais pas vraiment désarmer, parce qu'on sait que finalement les policiers sont les premiers intervenants. Il y a un deux poids, deux mesures qui est tellement évident que si c'est les Français de souche qui se révoltent, on y va vraiment avec toutes les armes. On a au point d'éborgner des jeunes, des gens de 20 ans à qui il va manquer un œil toute leur vie, tout simplement parce qu'ils ont manifesté. Et ils ont manifesté pacifiquement, ils n'ont rien cassé, ils n'ont pas brûlé de voiture, rien. Quand il s'agit de mélenchonistes, là, on laisse faire, on laisse s'aggraver la situation. Tout simplement, je crois que Macron n'attend qu'une chose, c'est que la situation soit tellement tendue qu'il puisse effectivement interdire toutes les libertés fondamentales à tout le monde. C'est ce qu'ils veulent aussi au niveau de l'Union européenne et c'est la même chose. Ils veulent effectivement nous retirer tous nos droits, nous empêcher de manifester, nous empêcher de parler parce qu'on sera terrorisé par les hordes barbares, les hordes du djihad, les hordes des antifas, les hordes de Mélenchon. Ce sont eux qui tiennent la rue. Nous, on sort plus. Les policiers ont le sentiment d'être dans une administration, une sorte de canard sans tête. On a un ministre, mais qui était en campagne, et là, il vient d'être élu député. On sait pertinemment que il n'a pas le souhait manifeste de rester, et il y a ce sentiment d'être un peu un canard sans tête, et donc le sentiment aussi d'une fragilité, et que certains s'engouffrent dans la faille pour déstabiliser notre institution. À cette heure, c'est le sentiment interne au sein de la police nationale. Alors, on fait le job, les jobs sont en préparation. Il y a de plus en plus de policiers sur la voie publique, c'est-à-dire que les administrations continuent à tourner, mais néanmoins, on a ce profond sentiment d'être un canard sans tête. Hier, c'était le 14 juillet, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé, les 13 et 14 juillet, les deux nuits que nous avons connues, indépendamment des balles populaires et des défilés, dont celui bien sûr à Paris. Il y a eu beaucoup moins de violence, beaucoup moins de voitures brûlées, plus d'interpellations en amont, ce qui ont évité les tirs de mortier que nous connaissions les années précédentes. Ce sont donc des baisses importantes de faits d'insécurité. Parce que vous aviez mieux préparé le terrain cette année ? Parce que je pense que le travail que nous menons au ministère de l'Intérieur depuis quelques années est efficace. Ça fait 2 ans que les choses se passent mieux, que ce soit le Nouvel An ou la nuit du 14 juillet, et qu'il n'y a pas de concours de voitures brûlées. C'est une très bonne chose pour les Français. Le problème des violences urbaines, c'est pas seulement un problème matériel, hein, c'est surtout un problème de courage. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Les policiers, ils ont ce courage. Les policiers ont ce courage. Si on leur dit d'intervenir, ils interviennent. Si on leur dit d'infiltrer des casseurs et puis les arrêter quand ils sont en train de massacrer les gens pour leur voler leur portable en marge des manifestations, quand ils sont en train de retourner des voitures et d'y mettre le feu, ils peuvent les arrêter. Quand ça se fait. C'est très dangereux, mais ça se fait. Après, la difficulté, c'est de trouver des magistrats qui arrivent à trouver le courage de condamner ces casseurs pris en flagrant délit. On se heurte certes à des problèmes, j'allais dire matériels, mais ça c'est la justice, c'est pas la police. On se heurte à des problèmes matériels de place dans les prisons. Mais le plus gros problème, c'est pas les places dans les prisons. Le problème, c'est de savoir ce qu'on veut faire des gens qu'on arrête en considérant ou pas que ce sont des délinquants. Si on considère que la personne qu'on a arrêtée n'est rien d'autre qu'une victime de la société,
qui exprime son mal-être au travers de violences urbaines, on est foutu. Actuellement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrête des gens qui cassent tout sur leur passage, et puis il y a toujours quelqu'un pour dire que finalement, c'est les gens en question, c'est les victimes, quoi. Et que le vrai coupable, c'est la société. Alors il faut sortir de cet état d'esprit-là qui veut que la société soit responsable de tout et que les délinquants ne soient responsables de rien. Il faut arrêter avec cette histoire, c'est totalement faux. Le délinquant est responsable de ses actes et le délinquant doit être puni parce que sinon, il va recommencer. Et c'est ce qui se passe depuis déjà des dizaines d'années. Savoir que la police n'arrête pas d'arrêter des délinquants et de les mettre à disposition de la justice qui les condamne timidement à des peines d'emprisonnement qu'elle s'empresse de transformer en les adaptant avec des bracelets électroniques. Ça marche pas. Ça marche pas. On voit que c'est un échec, mais on persiste dans cet échec en pensant que finalement la situation va finir par s'arranger. Puis non, elle ne s'arrange pas. Elle empire. 41% des personnes condamnées à de la prison ferme ne vont pas en prison, ne mettent jamais un pied en prison. 41%. Vous imaginez, on est pratiquement la moitié. Donc ça veut dire que vous êtes condamné, alors déjà pour être condamné à de la prison ferme, ça demande d'être allé assez fort, mais en plus vous avez pratiquement une chance sur deux de ne pas y aller. Et si vous y allez, votre peine sera de toute façon réduite par au moins 20, 30 ou 40%, si c'est pas plus. En moyenne, c'est 40% une réduction de peine. C'est un autre chiffre qu'on a sorti. Un détenu effectue en moyenne 60% de sa peine de prison ferme. C'est-à-dire qu'il y en a 40% qui se volatilisent, qui partent dans l'air. Donc vous avez déjà une chance sur deux d'aller en prison, et puis ensuite vous avez pratiquement une chance sur deux vous allez avoir la moitié de votre peine qui va s'enlever, sachant qu'auparavant il y aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 chances qu'on vous aura accordées, que la justice vous aura accordées. Pour partie pour des raisons idéologiques, comme je vous disais, parce qu'on a peur de punir, etc. Et pour grande partie parce qu'on n'a pas les places de prison, parce que le gouvernement a décidé de ne pas construire de places de prison en nombre suffisant, alors que nous avons une population carcérale en dessous de la moyenne et de la médiane européenne. Voilà les deux raisons pour lesquelles la justice ne punit pas. Et à mon avis, l'affaire Naël est l'épilogue de 40 ans de naufrage et d'incompétence. Parfois il y a de l'incompétence. Quand on voit des vices de procédure qui libèrent des assassins, comme ça arrive régulièrement, c'est de l'incompétence. Un grand manque de moyens. Alors de moyens matériels parce que le fonctionnement des tribunaux n'est pas facile, parce qu'on manque d'argent dans la justice, ça c'est évident. Et ensuite un manque de moyens pour punir, puisque sans place de prison, ça reste très difficile de punir. Il faut quand même que les Français soient encore bien aveugles ou bien enfantins, bien crédules, pour croire que la Macronie, que ce soit Macron, Darmanin et toute la clique, veulent notre bien et veulent le bien de la France. Il est évident que leur but est de faire en sorte que plus rien ne fonctionne chez nous, afin que nous soyons aux mains des financiers et afin que nous puissions renoncer directement, délibérément et gentiment, comme des petits-enfants, à nos avantages, à nos 35 heures, à nos vacances, au droit d'utiliser la voiture, au droit de travailler, au droit de vivre avec qui on veut, où on veut. Alors je dirais qu'il y a un craquage lent dans la police, sans doute aussi dans la gendarmerie. Un craquage lent dans le sens où ça va pas être... ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé d'ailleurs, ça va pas être du jour au lendemain des policiers qui vont dire « Ah ben moi j'arrête de bosser, je vous rends les menottes, je vous rends mon arme et puis j'arrête de travailler ». Ça s'est déjà produit, mais puis après ils sont rentrés dans le rang. Recule maintenant. Le craquage lent, ce que j'appelle un craquage lent, c'est le fait de quitter la police ou de quitter les services opérationnels
de partir en province, dans les endroits peut-être un peu plus tranquilles, en se disant mais ça sert à rien ce que je fais. Moi, je travaille dans les grandes villes, je fais du maintien de l'ordre, je fais du judiciaire. Et puis finalement, tout le monde s'en fout, j'ai pas de reconnaissance. Je suis payé pareil si je rentre chez moi en province, dans un endroit un peu plus tranquille. Donc le craquage lent, il est là, c'est-à-dire c'est la mise en retrait des policiers des services opérationnels vers des services moins opérationnels. Et puis c'est les policiers qui démissionnent tout simplement, les policiers qui arrêtent, qui se mettent en disponibilité, qui vont faire autre chose parce qu'ils se disent si personne ne tient compte du travail que je fais, si mon travail n'est pas reconnu, si on considère que je suis un danger pour la société, ils n'ont qu'à le faire à ma place, le boulot. Donc on a ce craquage lent, sans parler bien évidemment des policiers qui se retrouvent dans des situations qui les amènent à l'irréparable, à se suicider, il y en a. On a quelque chose de terrifiant qui est arrivé en France, c'est que les gauchistes sont devenus les alliés objectifs de tous ceux qui veulent nous faire disparaître et qui sont étrangers, de tous ceux qui veulent conquérir la France et qui veulent effectivement que cette France devienne musulmane. J'en connais qui vont dire que je suis obsédée par le sujet, c'est vrai, mais je suis peut-être obsédée par le sujet parce que je vois plus clair que mes contemporains qui croient encore en une vision digne on va dire, des histoires d'enfants, de la réalité.